Bonjour et bienvenue à cette émission de Victoriaville vous informe. Aujourd'hui, on vous offre une petite visite à l'usine d'épuration pour parler des investissements majeurs qui s'y est fait dans les derniers mois. On rencontre aussi Gestera qui nous parle d'un projet pilote auprès de nos entreprises ici à Victoriaville. Et enfin, direction Urgence Bois-Franc avec son directeur pour nous présenter la deuxième édition du défi Secoureur. Bonne émission! Il se passe beaucoup de choses présentement à l'usine d'épuration où il y a des investissements majeurs qui ont été faits. Effectivement, dans l'année et demie, la dernière année et demie, il y a eu environ 15 millions d'investis. Les investissements sont en cours. On a eu deux phases. La phase 1 de l'usine d'épuration, qui est une partie qui est plus pour le pré-traitement de l'eau. Donc, l'eau qui arrive à l'usine, on est obligé de la remonter pour la traiter. Puis lorsqu'on la remonte, on est capable d'enlever toutes les grosses particules qu'on retrouve dans l'eau. Donc, c'est vraiment un bâtiment de pré-traitement. On peut peut-être juste mettre les gens en contexte parce qu'on a deux usines à Victoriaville, l'usine de filtration, l'usine d'épuration. Ici, c'est vraiment la première arrêt de l'eau qui sort de nos égouts. C'est vraiment ça? Effectivement, on a un réseau de collecte des égouts qui amène toute l'eau à un point précis qui est l'usine d'épuration. On prend cette eau-là, on la traite avant de la rejeter à la rivière Nicolette. Donc, on devait améliorer nos installations. Les investissements sont faits. On parlait d'ailleurs, c'est ça, du bâtiment qui est une première étape dans la phase 1 de ces investissements-là. Effectivement. Et là, ce ne sera pas terminé parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir aussi autres que ce bâtiment-là. Oui, ça, c'est vraiment la première étape qui est presque complétée présentement. Là, on est en train de travailler sur la phase 2. Donc, les gens, lorsqu'ils passent sur le boulevard Jutra, ils voient des grosses grues en arrière. C'est pour ça qu'on voulait leur présenter qu'est-ce qui se passait vraiment en arrière de l'usine d'épuration, les travaux qu'on fait. Et les travaux qu'on fait, là, on se met de la capacité de plus. La première étape, c'est qu'on essaie d'enlever les petites particules qu'on retrouvait dans l'eau. Là, on se donne la capacité de plus pour traiter l'eau et pouvoir en avoir plus. Parce qu'avec le développement de la ville, évidemment, monsieur et madame, tout le monde envoie plus d'eau aux égouts, donc en prenant les bains, en allant aux toilettes, en faisant même la cuisine, on envoie plus d'eau aux égouts. Donc, nous, il faut qu'on reçoive cette eau-là, puis on est obligé d'augmenter la capacité. Puis aussi, c'est bon aussi pour le développement économique de la ville de Victoriaville. On a des usines qui nous rejettent aussi de l'eau. Nos usines, on veut qu'ils puissent se développer. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'augmenter la capacité de l'usine d'épuration. C'est ce que j'allais dire. C'était un enjeu qui devenait priorité là, pour qu'on puisse continuer à se développer. Il y a de plus en plus de nouveaux quartiers, des industries qui s'installent. Ça a un impact direct sur votre travail ici. Effectivement, c'est ça qu'on le voit pas, l'usine d'épuration. C'est un gros enjeu pour la ville parce que, on a le développement économique d'un côté, le développement résidentiel. Puis nous, donc, on travaille autant au niveau du développement économique que de protéger l'environnement parce que ça, c'est toutes des eaux que, avant, il y a 50 ans, ça s'en allait directement à la rivière. Là, on les traite pour protéger la rivière Nicolette. Qu'est-ce que c'est concrètement les investissements? On parlait d'un bâtiment qui sert là, pour les grosses particules dans l'eau. Ça, c'est une chose, mais il y a eu plusieurs ajouts qui ont été faits. Là. Oui, on a eu, dans la phase 1, on a eu l'ajout de soufflantes. Donc, dans notre traitement, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais on a besoin d'air dans notre traitement. Donc, on a rajouté une capacité d'air avec des soufflantes. On a grossi notre conduite d'arrivée. Toutes les eaux arrivent à un point précis, on pompe ça. Donc, on a grossi cette conduite-là pour amener les eaux vers notre bâtiment de pré-traitement. Dans le bâtiment de pré-traitement, on est capable d'enlever toutes les petites particules de moins de 3 mm et tout le sable. Donc, c'est un pré-traitement de dégrillage qu'on appelle et de dessablage. Et dans la phase 2, c'est là qu'on va avoir un bassin d'aération de plus. Donc, les bassins d'aération, c'est là qu'on va traiter on va enlever les contaminants qu'on retrouve dans l'eau. Ça fonctionne avec des bactéries qui viennent manger nos contaminants. Donc, l'air, à ces bactéries-là, on leur envoie de l'air, on leur envoie de la nourriture qui est nos contaminants, puis eux, ils nous l'enlèvent. Ensuite, ça passe... Donc, on rajoute un bassin comme ça d'aération. Puis ensuite, ça s'en va à la décantation. Donc, on les envoie dans des bassins qui... Là, on n'envoie pas d'air, mais toutes ces particules-là redescendent. Donc, puis après ça, on est capable de venir chercher les contaminants puis les particules de cette façon-là. Fait qu'on rajoute aussi 2 gros décanteurs circulaires. Donc, on était rendu là, c'était nécessaire, un investissement important. On a eu du soutien financier aussi, bien entendu, là, du gouvernement.
Oui, on a eu une subvention pour la phase 1 du FEPTE, donc environ 4 millions qui étaient payés par le gouvernement provincial et fédéral à ce niveau-là. Là. Et là, il faut rappeler, on entend souvent parler de notre eau 5 étoiles du côté de la filtration. C'est une certification. Mais ici aussi, on a des certifications au niveau de l'usine d'épuration. Oui, on est en programme de certification, un peu le même principe que les 5 étoiles, mais le programme est en démarrage. Fait que nous, on est des premières au Québec à faire partie du programme puis à inciter d'autres municipalités. C'est un programme qu'on parle avec d'autres municipalités pour essayer toutes de s'améliorer dans nos procédures. Donc, oui, on est dans un programme de cette façon-là. On suit ça de près parce que on est fiers du travail qui se fait ici, bien entendu, puis on est content de voir ces investissements-là majeurs sur notre usine. Effectivement. Merci beaucoup. De rien. On a parlé avec M. Lambert de tous ces investissements-là majeurs qui ont été faits. Martin Blanchet, coordonnateur de l'usine d'épuration, bonjour. Bonjour. Et là, on voulait voir un petit peu, parce que, bon, votre quotidien, c'est ici que ça se passe. Oui. C'est quoi les impacts de ces investissements majeurs-là? Il y a 2 impacts majeurs. Il y a aussi, les investissements vont permettre de rencontrer les nouvelles normes du ministère de l'Environnement parce qu'ils ont resserré la vis au niveau des normes de rejet pour protéger le milieu. En plus, il y a l'autre côté, l'impact important, c'est l'entretien des équipements, les arrêts et les bris d'équipements dus à la mauvaise qualité de l'eau qui arrive à l'usine. Ça bouchait des pompes, ça brisait des équipements. Là, avec les nouveaux investissements qu'on a fait dans le pré-traitement, meilleur dégrilleur performant, meilleur dessableur, ça va nous aider au niveau de l'entretien puis de l'opération de l'usine. Oui, parce que ce qu'on comprend, c'est que votre défi majeur ici, c'est vraiment de retirer tout ce qui est particules dans cette eau-là. Ouais. Et quand chez moi, je mets des déchets dans ma toilette, bien, ça s'en vient ici, là. Ça s'en vient ici, puis ça crée des problèmes autant au niveau du réseau dans les stations de pompage qu'ici à l'usine d'épuration. Les investissements qu'on vient de faire, bien, ça permet de retirer encore plus ces polluants-là pour permettre au traitement de mieux fonctionner. Et d'avoir une eau qu'on rejette qui est de meilleure qualité. De meilleure qualité puis qui respecte les normes du ministère. Tout à fait. Et là, il faut dire que dans tout ce processus-là, il y avait, avant les investissements, il y avait beaucoup de manipulations humaines, disons-le comme ça. Là, est-ce qu'on a automatisé un peu plus le tout? Bien, il y a encore toujours des manipulations humaines, mais ils vont être beaucoup moindres parce que l'enlèvement du sable va être plus performant. Au lieu d'aller dans les bassins avec un camion vacuum siphonner le sable, bien, la majeure partie du sable va être retenue par le nouveau dessableur plus performant que l'ancien. Puis, il va y avoir aussi le moins de nettoyage là, à la sortie des déversoirs, à la sortie des bassins, déboucher des tuyaux à cause qu'il y a des serviettes hygiéniques, et ainsi de suite, qui passent à travers les anciens équipements. Ça va faciliter ce côté-là. Là. Donc, on peut dire que oui, dans le processus de l'eau, de sa filtration, on a amélioré le processus, mais dans les façons de travailler de votre personnel aussi, ça vient influencer. Oui, beaucoup moins de temps impliqué pour le nettoyage des bassins, donc des arrêts moins longs sur le traitement, là, les étapes de traitement. Et là, il faut dire que tout ça, c'est au profit du citoyen parce que les déchets, l'arrêt de la machinerie pour aller défaire les bouchons, ou en tout cas, là, je ne sais pas c'est quoi les termes officiels, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Oui, là. ça coûte de l'argent, autant en temps qu'en pièces de réparation. Puis aussi, l'effet aussi, c'est que si on ne respecte pas les normes du ministère, bien, ça vient bloquer le développement économique de la municipalité puis le développement domiciliaire aussi. Tout à fait. Donc, on va aller faire une petite tournée des installations. Puis évidemment, bien, quand ce sera tout terminé, on peut se l'imaginer, une inauguration là, pour montrer aux gens de quoi ça a l'air maintenant notre nouvelle usine d'épuration. Oui, ça va aller l'année prochaine, la porte ouverte. Merci beaucoup, M. Blanchet. Merci. On rencontre maintenant Francis Gauthier, directeur de projet chez Gestera. Bonjour. Bonjour. On vous rencontre parce que récemment, Gestera et la Ville de Victoriaville ont lancé un projet pilote auprès d'entreprises de Victoriaville. Qu'est-ce que c'est ça au fait? En fait, je rajouterai aussi la MRC d'Arthabasca, qui est un très, très grand partenaire, parce qu'éventuellement, ce projet-là, on veut l'étendre à travers la MRC. Mais en fait, d'entrée de jeu, le projet pilote va durer 1 an. Puis il consiste à mettre des puces électroniques de ce type-là sur tous les bacs roulants et les conteneurs métalliques
utilisés par des industries, des commerces et des institutions de la ville de Victoriaville. On parle d'à peu près 120, 150 industries, commerces et institutions sélectionnés dans un secteur géographique prédéterminé. Là. Puis ce projet-là va nous permettre de mesurer plusieurs choses, entre autres la quantité des déchets, la quantité des matières recyclables et la quantité des matières compostables générées par ces entreprises-là. Toujours avec l'objectif de réduire le déchet à terme, ce projet pilote-là va nous permettre d'obtenir ces informations-là. Donc, les puces sont installées depuis quelques semaines déjà. Oui. Vers où on s'en va, là, les prochaines étapes? En fait, avec ces puces-là, on va évaluer un paquet de trucs, dont, entre autres, on veut essayer d'identifier les prochains projets qu'on va faire avec les entreprises dans le but de diminuer leurs déchets, mais aussi la facture reliée à leurs déchets. C'est toujours le but de diminuer le déchet et de pousser les entreprises et les citoyens à améliorer leur tri. Puis cette idée-là a germé dans l'année passée peut-être, puisqu'on a commencé à faire beaucoup d'accompagnement auprès des entreprises, des institutions dans le passé, certains commerces du centre-ville, d'autres industries ici à Victoriaville et à l'extérieur de Victoriaville. Puis les entreprises, les entrepreneurs, il y a beaucoup, beaucoup de bonne volonté, mais quand on leur demandait de mieux recycler, c'est-à-dire d'intégrer à leur conteneur déjà existant, peut-être un conteneur en matière organique, grossir leur conteneur en matière recyclable, on s'aperçoit souvent que la facture augmente. Donc, c'est comme on envoie un signal économique, fait bien les choses, mais ça va coûter plus cher. Donc, nous, on veut renverser ça. Fait qu'on s'est tout assis, tout le monde ensemble, la MRC, Gouvernement, Gestera, la Ville, la Chambre de commerce, etc., des institutions comme le Cégep, pour dire il faut faire quelque chose. Donc, faisons un projet pilote. Faisons un projet pilote qui va peut-être nous tendre vers là, c'est-à-dire à terme, on veut moduler la tarification aux entreprises pour mieux encourager la réduction du déchet. Donc, une entreprise qui va faire un meilleur tri, qui va réduire ses déchets, va par le fait même obtenir une réduction sur sa facture. Il va vraiment avoir des avantages économiques à faire ce tri-là. Exactement, parce qu'on a beau utiliser l'argument environnemental, ça touche beaucoup de gens, mais quand l'argument économique ne suit pas, des fois, il y a des priorités que ça, là. Et ce projet-là s'inscrivait vraiment là, dans un plan. Vous avez un plan du côté de Gestera là, pour la gestion des matières résiduelles. Ça va vite, les choses changent d'année en année. On doit revoir nos façons de gérer nos déchets et c'est vraiment un objectif de ce plan-là des matières. Oui, en fait, c'est un plan de gestion des matières résiduelles, un PGMR, comme on dit dans le domaine. Puis c'est pas à Gestera, c'est à la MRC. C'est une obligation gouvernementale que chacune des MRC doit avoir un plan quinquennal de gestion des matières résiduelles, un plan dans lequel les MRC s'engagent à poser des actions pour adhérer aux objectifs gouvernementaux de réduction du déchet. Donc, cette action-là, le projet pilote de collecte intelligente, qu'on l'appelle, fait partie des 28 actions que la MRC, que le conseil de maire de la MRC a adoptées en 2016. Oui, parce qu'on peut s'imaginer, oui, il y a tout le volet résidentiel, mais les entreprises sont quand même de grands producteurs de matières résiduelles. Tout à fait, effectivement. Depuis plusieurs années, on a des campagnes de sensibilisation. Récemment, l'année passée, on en a lancé une sur l'utilisation du backburn, mais c'est essentiellement axé sur le secteur résidentiel, là, monsieur, madame, tout le monde, un peu moins les entreprises. Puis effectivement, comme vous dites, les entreprises génèrent passablement de déchets. Là, on peut parler d'à peu près 40 %. Puis ce sont un secteur de l'économie qu'on a peut-être moins approché. On a travaillé beaucoup avec le résidentiel, mais un peu moins que les ici. Puis il y a beaucoup de travail à faire, notamment avec la matière organique. Là, il ne faut pas se le cacher, surtout les restaurants, les dépanneurs, un peu moins les épiceries qui s'améliorent avec le temps, les écoles, tout ça. Il y a encore beaucoup de matière organique qui se retrouve dans le déchet. Donc, il y a énormément d'améliorations à faire de ce côté-là. Là. Oui, tout à fait. Quels sont les objectifs là, courus par ce projet pilote-là? L'objectif est toujours le même, la réduction du déchet. On veut que nos gens, les entreprises, les citoyens réduisent leurs déchets. Fait qu'on propose toujours des solutions avant-gardistes. Puis ça, c'est la région, comme vous le savez, Victoriaville, de Bercy du développement durable, puis ça s'étend aussi à travers la MRC d'Arthabasca, a toujours ce désir-là. Donc, les élus sont avec nous derrière ça, puis ils désirent vraiment que cette réputation qu'on a là soit bien vécu là, dans les ICI. Puis avec le signal économique, là, on fait une bonne action, mais on est récompensé
en contrepartie. Donc, je pense que ça parle aux gens. Là. Et on comprend que ça a été fait aussi en partenariat avec plusieurs acteurs là, de la région. Donc, on espère la mobilisation des gens là, autour de ce projet-là. Tout à fait. La Chambre de commerce, la Corporation de développement économique Victoriaville et sa région, la MRC d'Arthabasca, la Ville de Victoriaville, Gestera, Gaudreau Environnement et j'en passe. Le cégep, la commission scolaire et ainsi de suite, ils font partie prenante du projet. Puis, on va beaucoup impliquer les entreprises, les ICI, comme on appelle l'industrie, commerce et institutions. On va beaucoup les impliquer pour avoir un peu leur feedback. Puis aussi ils vont avoir la chance d'influencer les prochaines actions qui vont avoir lieu en gestion des matières résiduelles là, dans la ville et dans la MRC. Donc, je pense que c'est une occasion particulière pour eux autres de participer. D'ailleurs, on va organiser là, dans les prochaines semaines, quelque part cet automne, un 5 à 7 avec eux pour l'expliquer le projet pour ceux qui ont encore des questions, parce qu'on a passé beaucoup de documentation ces dernières semaines. On les a appelés, on a pris le téléphone, on les a appelés, on a donné un dépliant par la poste, tout ça, mais on va redonner encore plus d'informations, on va répondre à leurs questions. Donc, on veut vraiment qu'ils fassent partie prenante de ce projet-là. Oui, il y a une volonté, je pense, de les accompagner. Là, on ne leur lance pas ça comme ça en leur disant, bien maintenant, organisez-vous avec ça. Il y a vraiment un désir de les accompagner étape par étape. Il y a un désir de les accompagner, effectivement. Au départ, dès la semaine prochaine, ma collègue Fernanda va faire un tour de ces entreprises-là pour encore expliquer, puis donner certains trucs de départ. S'ils désirent commencer dès maintenant à réduire leurs déchets, ils vont pouvoir le faire. Quelque chose que je dois aussi dire, c'est que durant la période du projet pilote, il n'y aura aucun changement à la facturation. Donc, le prix que les gens payent aujourd'hui va être le même prix qu'ils vont payer dans un an. Là. Donc, il n'y aura aucun changement, mais les gens qui désirent transiter tranquillement, pas vite, vers une réduction de déchets, on est là pour les accompagner, donner des trucs. Là. Tout à fait. Et là, au nombre d'entreprises qu'on a, ce qu'on sait, ça représente à peu près combien d'entreprises sur en pourcentage là, de la région? Parce que, bon, c'est un projet pilote, donc c'est à petite échelle, mais éventuellement, ils devront tous embarquer dans cette roue-là de gestion des matières résiduelles. On parle d'environ 5 à 10 des entreprises de la région. Puis c'est très représentatif. On s'est assuré d'avoir un bon secteur industriel, quelques restaurants, des écoles, secteur scolaire, cégep. Qui ont tous des réalités différentes, là. Complètement différent, des bureaux, des magasins, des commerces. Donc, vraiment, on voulait avoir vraiment un échantillon représentatif de l'ensemble des entreprises de la région. Là. Et quels sont les enjeux là, qui entouraient la mise sur place? Là? Pourquoi on s'est lancé dans ce projet pilote-là? Les enjeux, encore là, c'est la réduction de déchets. Je reviens toujours à ça. C'est notre... C'est un enjeu majeur. Oh, oui, c'est notre leitmotiv, nous autres. C'est notre mandat chez Gestera de travailler à mettre sur pied des projets pour réduire le déchet, pour l'environnement, en fait. Donc, c'est toujours ça. Puis, comme je disais plus tôt, c'est un secteur qu'on a peut-être un peu négligé là, au cours des 10 dernières années, là, qu'on veut se reprendre. Puis, la collecte intelligente, ce sont des projets qu'on commence à voir un peu au Québec, mais qui est très étendu en Europe, aux États-Unis un peu aussi au Canada anglais. Mais au Québec aussi, on commence à le voir venir, mais c'est uniquement au Québec à l'heure actuelle pour le secteur résidentiel. Donc, je pense que c'est important de dire aux gens qui nous regardent que c'est une première au Québec pour le secteur des entreprises, secteur corporatif, d'arriver avec une collecte intelligente, c'est-à-dire que le camion lève le bac ou le conteneur, le conteneur, il est lu et avec la puce électronique, le poids est collecté, je veux dire, le poids est pesé, puis ça rentre tout dans une base de données, puis ça va nous permettre d'analyser et d'avoir un paquet d'informations super riches pour prendre des meilleures décisions dans l'avenir. Donc, on peut dire qu'on est vraiment proactif, on peut être fiers de ça, de voir les gens qui se sont mobilisés, les instances ici, localement, pour faire un pas en avant là, en ce qui concerne les industries. Absolument, absolument. Puis, on fait beaucoup de sensibilisation, mais là, avec la sensibilisation, on sent qu'on a atteint un plafond un peu. Là. On continue à en faire, mais on sent qu'on a atteint un plafond. On était rendu à un point où il fallait aller au-delà de la simple sensibilisation, puis d'arriver avec des solutions un peu plus complètes que de la communication, de la sensibilisation. Là. Donc, les gens qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur le projet pilote, on peut les diriger vers le site Internet de Gestera? Il y a un site Internet, à l'heure de l'enregistrement, n'est pas encore à jour, mais il va y avoir une page dans les prochains jours qui va sortir une page associée à ce projet pilote-là. Sinon, il peut nous appeler chez Gestera. On a une adresse courriel aussi, collecteintelligente@gestera.ca. Donc, il y a l'article, le communiqué de presse était sorti sur le site de la Ville de Victoriaville avec les liens nécessaires là, pour aller au bon endroit. Merci beaucoup, M. Gauthier. Merci à vous. On rencontre maintenant Jocelyn Grondin, directeur général d'Urgence Bois-Franc. Bonjour. Bonjour.
On vous a rencontré l'an dernier. Vous annonciez un beau projet, un beau défi que vous lanciez à la MRC de Arthabasca pour devenir sécuritaire, de formation RCR gratuite. Donc ça, c'était la première édition l'an passé. Ça a bien été? Oui, ça a très bien été. L'année dernière, on a formé plus de 650 personnes. Donc, il y a certaines municipalités, dont Amnord, qui a gagné le DA parce que c'est la municipalité qui a formé le plus de gens en fonction du son pourcentage de population. On a formé plus de 12 de sa population. Donc, on a formé plus de 100 personnes uniquement dans la municipalité d'Amnord. Et au grandeur de la MRC, c'est plus ou moins 2 qui a été formé. Là. Donc, quand même, on est très heureux du résultat. Très heureux. C'est pour ça que c'est une deuxième année qu'on le fait pour une deuxième année cette année. Et présentement, on est rendu à plus de 300 inscriptions au moment qu'on se parle, qu'on tourne l'entrevue. Donc, ça va très bien. Là. Donc, on est content. On lance la deuxième édition. Et peut-être rappeler qu'est-ce que c'est, là, qu'est-ce qu'on offre aux gens. En fait, c'est 1 heure de formation gratuite en RCR. C'est 1 heure de formation gratuite que nous, on appelle secoureur. Donc, en fin de compte, les gens vont apprendre le nécessaire pour sauver une vie à l'espace d'une heure. Donc, évidemment, on parle de manœuvres de RCR, des engagements des voies respiratoires qui sont obstruées, donc quelqu'un qui s'étouffe, comment se servir d'un défibrillateur externe automatisé, comment faire une position latérale sécuritaire pour que la personne ne s'étouffe avec sa langue, vomissure, etc., comment réagir à une allergie sévère. Donc, on résume ça. C'est sûr que c'est un condensé d'1 heure pour que les gens aient la base et peut-être aient le goût de suivre une formation de 8 heures, 16 heures, de parfaire leur formation là, à ce niveau-là. Oui, parce que c'est cette formation-là qui va nous permettre de poser des gestes, parce que souvent, on a peur, on ne sait pas trop, on a peur de mal faire. Donc, vraiment, d'avoir même 1 heure de formation, ça peut sécuriser les gens à intervenir s'il y a des situations comme ça. Effectivement, nous, ce qu'on dit, la pire chose, c'est ne rien faire. De toute façon, la personne ne peut pas être d'un état pire qu'elle est au moment que vous avez intervenu. Donc, vous aggraverez pas cette situation. Donc, vous avez le devoir, premièrement, d'intervenir. Ça aussi, on veut rassurer les gens, de dire, je vais me faire poursuivre si je fais un mauvais. C'est faux. Donc, la loi protège les personnes qui interviennent. Donc, on veut que les gens interviennent. Elle peut pas être et on veut que les gens retiennent aussi les choses à ne pas faire. Donc, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai vu ça à la télé. » Donc, on explique bien, si vous faites tout ce qu'on vous dit, ça va bien aller. Il faut être conscient aussi que le but, c'est pas de faire des sauveurs avec tout le monde. Des fois, bon, les jeux sont faits lorsqu'on intervient, mais on veut que les gens réagissent bien, aient le réflexe de réagir et ne figent pas aussi devant un défibrillateur externe automatisé. Ah, il va-tu exploser, mais que j'ouvre la boîte, comment ça fonctionne, quoi que ce soit. C'est des appareils qui sont très, en bon français, idiot-proof. Donc, vous pouvez utiliser, vous avez juste à garder votre cam, écouter les instructions et avec les petites techniques qu'on va vous avoir données, bien, ça va vous permettre probablement de sauver une vie si vous avez à vous en servir. Et là, il n'y a pas de barrière. C'est gratuit, les gens peuvent s'inscrire. On peut peut-être rappeler l'importance de réagir rapidement quand il y a des arrêts cardio-respiratoires. Il y a des impacts majeurs si on ne réagit pas rapidement. Oui, il faut intervenir rapidement. En fin de compte, la littérature là-dessus dit qu'à chaque minute, il y a 10 % de chances de survie que l'on perd. Donc, si on fait le calcul rapidement, c'est plus ou moins 10 minutes. Il faut être conscient aussi qu'il y a une différence entre survivre et survivre avec des séquelles majeures. Donc, des fois, la personne va survivre, mais elle va avoir des séquelles majeures. Et le délai d'intervention moyen pour nous, en Victoriaville même, est de plus ou moins entre 3 et 4 minutes. Mais si on regarde les zones limitrophes de Victoriaville, parce qu'on couvre tout le territoire de la MRC d'Arthabasca, bien, il faut se rendre compte que ça prend beaucoup plus que 4-5 minutes avant qu'on intervienne. Donc, si personne n'intervient, les probabilités de survie de la personne sont très faibles. Et si on n'a pas l'outil pour intervenir, qui s'appelle un défibrillateur externe automatisé, bien, les chances sont encore plus faibles. Donc, c'est pour ça que le but du concours, c'est de sensibiliser les gens à l'importance d'avoir un DA, un défibrillateur externe automatisé dans leur municipalité, et l'importance aussi d'être capable de s'en servir et d'indiquer il est où. Oui, c'est ce que j'allais dire, d'être au courant qu'il y en a un et où il est. Oui, où il est situé, est-ce qu'il est accessible, etc. Et c'est pour ça que nous, comme implication sociale, on en donne un à la municipalité, encore une fois, à la municipalité qui va former le plus de gens en fonction de son pourcentage de population. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à aller s'inscrire à formationubf.coop, puis c'est tout à fait gratuit. Oui, parce que, bon, c'est ça, on sensibilise les gens, mais c'est important aussi la responsabilité municipale ou même privée quand on a des lieux publics de s'équiper de ça. Puis c'est pas très dispendieux, c'est accessible. Là. Oui, c'est très accessible. Si on parle avec la boîte, etc., malheureusement, c'est un produit qui est encore taxable, mais c'est sûr que la majorité des entreprises récupèrent leurs taxes, mais c'est encore taxable. Mais à plus ou moins 2000 $, on est très équipés. Puis on se rend compte que le concours, ça a eu ça de bien, ça a sensibilisé des gens. On a des centres de conditionnement physique qui nous appellent pour en mettre un dans le centre de conditionnement physique, les clubs de l'âge d'or, etc. Donc, il y a de plus en plus de gens qui disent oui, ça peut servir. Et
Malheureusement, c'est l'appareil qui va faire d'une réussite ou pas. Donc, même si ça ne veut pas dire un coup que c'est pas un appareil au miracle, là, mais il reste que vous avez beau avoir la meilleure personne en connaissance de RCR. S'il n'y a pas l'appareil et la personne est vraiment en train de... Son cœur est en train de défibriller, vous n'aurez pas le choix. Ça, à un moment donné, il faut donner un choc et ça prend l'appareil. Donc, si on n'a pas l'outil, on a beau être le meilleur menuisier au monde. À un moment donné, ça me prend pas de marteau, je ne planterai pas des clous avec mes mains. Là. Puis on l'a vu là, dans l'actualité, des situations où les gens ont eu à intervenir et il y avait le défibrillateur, ça a sauvé des vies. Donc, c'est très important de le faire ici aussi. Donc, le défi est lancé à l'ensemble des municipalités de la MRC d'Arthabasca. Est-ce que tout le monde a embarqué dans le défi cette année? Oui, toutes les municipalités ont embarqué. Il faut être conscient que cette année, tous les coûts sont absorbés par Urgence Bois-Franc. L'année dernière, on chargeait un montant minime, même risible aux municipalités. Cette année, tous les coûts sont absorbés par Urgence Bois-Franc. Donc, c'est vraiment gratuit. Donc, toutes les municipalités ont embarqué. On espère avoir le plus de gens possible là, qui vont bénéficier de cette formation-là et qui va les initier à peut-être en savoir plus pour pouvoir avoir le nécessaire pour sauver des vies, intervenir et jouer son rôle de citoyen s'il y a quelqu'un en difficulté près de nous. Tout à fait. Donc, les dates sont différentes en octobre pour chacune des municipalités pour les formations. Donc, on se dirige vers le site d'Urgence Bois-Franc ou le site de la ville, de la municipalité. Ça, le site d'Urgence Bois-Franc, donc formationubf.coop, où vous allez communiquer avec votre municipalité qui vont vous inscrire et qui vont vous donner les détails. Là. Ça a lieu où et quand. Effectivement. Et là, avant de quitter, je veux quand même vous parler de votre implication sociale, justement, Urgence Bois-Franc. C'est important pour vous de... Oui, ça, c'est une initiative, mais on sent que c'est important pour l'organisation de s'impliquer dans sa communauté. Oui, mais Urgence Bois-Franc est une coopérative, donc elle appartient à ses travailleurs. On a 45 membres travailleurs, majoritairement des paramédics. On a 5 employés de bureau. Donc oui, il y a une volonté. Premièrement, quand on fait cet emploi-là, c'est parce qu'on est dévoué au bien-être collectif. Donc il y a une volonté des membres de s'impliquer socialement, collectivement. Donc oui, on est à l'Halloween, parade du Père Noël. On forme dans les écoles gratuitement. On a ce concours-là. On regarde pour partir une fondation, etc. Donc oui, il y a un intérêt de la direction, du conseil d'administration et surtout des membres, des travailleurs de s'impliquer. Puis je pense que les gens nous le rendent bien aussi. Il y a une fierté de dire qu'on s'implique à la mesure de nos moyens, évidemment, mais oui, c'est de quoi qui est important pour les travailleurs ici. Puis je les remercie à ce niveau-là de me permettre d'amener des idées, de pouvoir jouer notre rôle social comme une entreprise digne de ce nom. Oui, effectivement. Et les citoyens vous en remercient aussi. On a droit à des formations maintenant gratuites pour avoir une formation de base en RCR. Merci beaucoup, M. Grondin. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'est ce qui complète cette émission de Victoriaville vous informe. Je vous rappelle que vous avez plus d'informations sur tous les sujets traités sur le site Internet de la Ville de Victoriaville au victoriaville.ca.